Bonjour François Ruffin, merci de répondre à nos questions, à la fois sur MaPrimeRénov', parce que c'est devenu votre combat, on va y revenir dans un instant, mais quand même cette information... C'est mon combat depuis 8 ans à la Commission des affaires économiques. Ça fait un bon bout de temps, effectivement. Cette nuit, vous avez aussi remporté un autre combat, puisque Olivier Faure, qui était votre candidat, si je puis dire, pour diriger le PS, a été élu. D'abord, c'est sa victoire, c'est pas du tout la mienne. Donc moi, je félicite Olivier Faure et je me félicite qu'on ait un parti socialiste qui se tourne vers la gauche, qui s'ancre à gauche et avec qui il va y avoir à construire une alliance pour rouvrir un chemin d'espoir et de victoire. Non, parce qu'on vous a vu, j'ai vu ces images, le tweet de Olivier Faure, vous l'avez même véhiculé cette semaine. C'est lui qui m'a véhiculé. Ou lui vous a véhiculé, en tout cas vous avez fait voiture commune sur les routes de Picardie. Effectivement, c'est quand même aussi une manière de dire qu'il pourrait y avoir, alors je dis pas un ticket, mais en tout cas, l'idée d'une primaire ouverte à laquelle vous pourriez participer au nom de toute la gauche, c'est évidemment ce que vous avez en tête. Je souhaite maintenant, je vous dis, je viens moi pour nous dire, maintenant on doit se mettre au boulot. On doit se mettre au boulot pour reconstruire la gauche, qui est en morceaux, et on doit se mettre en boulot pour reconstruire le pays. Et ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on ait une gauche qui parle aux gens, et qui parle en priorité aux 2 millions aujourd'hui de travailleurs du bâtiment qui peuvent avoir des gros soucis pour la suite. Mais justement, moi Ève, d'ailleurs, dont je rappelle le titre du journal Marianne cette semaine, c'est « Chérie, j'ai rétréci le PS ». Avec les deux usual suspects en couverture. Cette une, elle me paraît particulièrement injuste parce que je veux dire, qui a rétréci le Parti socialiste ça s'est fait avant. Il y a eu François Hollande par sa politique pour rétrécir le Parti socialiste à la base et pour en fait perdre plein de gens parce que sa politique a déçu et déçu profondément. Et l'alliance avec la NUPES a aussi, puis le NFP, en tout cas éloigné un certain nombre de militants et au-delà d'électeurs de gauche du PS. Qui a été vu comme une alliance de compromission. Mais moi, j'ai une question pour vous, parce que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi vous avez soutenu Olivier Faure, alors que quelqu'un comme Philippe Brun, par exemple, à qui on avait donné la parole dans Marianne, qui est un peu l'héritier de la ligne Montebourg, disait il faut qu'on aille s'adresser aux classes populaires, qu'on aille même aux gilets jaunes, qui est votre ligne. C'est-à-dire que vous soutenez un candidat qui, en fait, est un apparatchik et qui, en fait, a depuis longtemps... ignore finalement la nécessité de s'adresser à cet électorat, qui est la condition pour que la gauche revienne au pouvoir. Moi, je fais le choix de quelqu'un qui choisit de s'ancrer à gauche et pas être dans le renoncement et l'accompagnement comme on l'a eu pendant 40 ans. Mais comment gagner si on centre Mais non, mais je vous dis, comment gagner gauche en ne répondant pas aux questions d'Ève Fettel et en se disant qu'aujourd'hui, la priorité pour les Français, c'est malheureusement ou pas malheureusement pas la réélection d'Olivier Faure, mais la priorité pour les Français aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe avec MaPrimeRénov'. Comment ça se fait qu'il va y avoir 65 000 artisans qui vont se retrouver en grande difficulté par une décision du gouvernement? Il a un permis de démolir le gouvernement dans ce pays. C'est un choix de démolition du bâtiment qui est opéré par le ministère de l'économie. Et alors, c'est 2 millions de travailleurs, mais c'est 600 000 à peu près qui sont concernés parce qu'on met un coup d'arrêt sur la rénovation des bâtiments. Et c'est des centaines de milliers de particuliers. Et moi, je me pose une question. En fait, c'est la question que je pose depuis 8 ans aux commissions des affaires économiques parce qu'elle a changé en plus 14 fois de formule. Là-dessus, je pense qu'on devrait mettre le paquet, le mettre vraiment sur la rénovation thermique, en finir avec les 5 millions de passoires thermiques qu'il y a dans notre pays. Pour une raison simple, qui est l'indépendance nationale. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a 50 milliards de déficit commercial rien que sur l'énergie. 50% du gaz qu'on importe est utilisé pour le chauffage. Un chauffage qui chauffe aujourd'hui plus le ciel qu'il chauffe les logements. Donc évidemment, si on mène un grand projet, si on a un plan Marshall sur la rénovation thermique des bâtiments, pour moi c'est du gagnant, gagnant, gagnant. C'est du gagnant pour les factures des gens, c'est du gagnant parce que c'est de l'emploi local, c'est du gagnant parce que ça va faire qu'il y aura beaucoup, beaucoup moins de déficit commercial. Et évidemment, c'est gagnant pour la planète parce qu'il y a moins de gaz à effet de serre. Autant... Oui, mais alors attendez, moi je vais vous arrêter tout de suite sur un point. Vous avez peut-être écouté RMC ce matin, en tout cas si vous ne l'avez pas fait, vous avez tort, parce que ce matin, j'avais de très nombreux auditeurs qui évidemment réagissaient à MaPrimeRénov'. J'avais d'un côté un certain nombre d'artisans qui évidemment disaient c'est une catastrophe, mais j'avais aussi soit des usagers, soit d'autres artisans qui disaient en réalité, c'est devenu non seulement une usine à gaz, ça c'est la responsabilité de l'État, mais un effet pervers considérable. Et je vais vous donner un exemple. L'un de ceux qui dit la semaine dernière, alors que depuis longtemps,
j'ai des projets de rénovation avec des factures, des devis que me font les artisans, qui étaient des devis de 13 000 euros pour l'un des projets et de 11 000 euros pour l'autre, il y a là, au moment où ma prime rénov' s'arrête, ils me rappellent et me disent, écoutez, finalement, on va faire 3 000 euros de moins sur la première facture et 2 500 euros de moins sur la deuxième facture. Ça veut quand même dire qu'il y a une manière, un effet pervers de ces aides qui fait que les factures ont été gonflées, 14% de suspicion de fraude de la part du ministre de la Justice. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Non mais d'abord, 14% de suspicion de fraude, c'est la suspicion, d'accord? La réalité, on va peut-être atterrir à 7 ou 8%. Parce que je les ai, moi. Vous savez, j'ai eu des discussions très régulières avec les artisans et les entrepreneurs du bâtiment dans mon coin. Et donc, ça veut dire que ce que ça va coûter à la fin, cette fraude-là, que je suis d'accord pour aller chasser, mais il faut voir que l'État, regardez ce qu'a fait l'État. Ça, c'est le parcours du combattant pour ma prime rénov', d'accord? Ça veut dire que, normalement, on a un artisan qui vient faire des travaux, donc on a mis un accompagnateur ma prime rénov', sauf que, comme c'est délégué au privé, on n'a pas confiance en lui. On n'a pas vérifié vraiment qui c'était. Pourquoi? Parce qu'on a délégué au privé. Et donc, donc, du coup, on a rajouté un deuxième niveau qui est l'ANA. Et dans l'ANA, il y a la DDTM aussi qui se mêle à ça. Mais ça ne suffisait pas. On a rajouté un troisième niveau qui est la COFRAC. Ce qui fait qu'à l'arrivée, vous avez plus de niveaux de contrôle que de gens qui sont sur le terrain. Mais alors, on ne peut pas garder ça. Mais alors, François Ruffin, on ne peut pas garder ça. François Ruffin, le ministre de l'économie dit que c'est simplement suspendu dans le temps de résoudre cette question des fraudes. Donc, en réalité, ce que vous dites, c'est que derrière cette annonce de suspension, en réalité, c'est beaucoup plus grave et ça dissimule une volonté d'abandonner ce mécanisme. D'abord, moi, je suis pour un développement de ce mécanisme. Je suis pour qu'on le facilite pour les particuliers parce que je considère que c'est le lieu où la transition climatique peut se faire sans obstacle. Sur la mobilité, sur les voitures, vous avez deux obstacles. Vous avez un obstacle sociologique, vous avez un obstacle technologique. Ça ne va pas de soi pour les gens, d'accord? Là, les gens sont d'accord pour rénover leur bâtiment et on a la technologie. Pour changer leur chaudière, pour changer les fenêtres. Les artisans savent le faire. Il n'y a pas d'obstacle. Le seul obstacle, il est budgétaire. Donc je souhaite, moi, qu'on ait levé de cet obstacle-là. Il est dit qu'il faut 20 milliards d'euros par an. J'étais pour 10 milliards d'euros par an. Le gouvernement a fait 5 milliards d'euros par an et finalement a divisé ça par deux, a dit cette année, il n'y aura que 2,5 milliards. Donc ça prouve un manque d'ambition. Et par ailleurs, ils ont cessé de compliquer un dispositif qui est devenu une usine à gaz. Une usine à gaz qui a asphyxié d'abord les particuliers, parce que vous regardez, ça c'est quand on vous décrit pas à pas comment obtenir ma prime rénov', ça fait 80 pages. Oui, rien que pour le comprendre. Pour soi-disant comprendre. Et ensuite, ça a étouffé les artisans. Et maintenant, c'est en fait l'État qui est pris dans son propre étouffement, parce que du coup, les dossiers, ils mettent plus de temps. Parce que c'est du numérique, il suffit qu'il y ait une virgule qui aille pas pour que ça coince. Et donc, l'État est pris dans sa propre asphyxie. Là, je pense qu'il y a un gros souci. Donc oui, moi, je prône depuis 8 ans maintenant, Commission des affaires économiques, une levée de ça. Et qu'on ait beaucoup plus de facilité. On repère, grâce à maintenant, notamment à RTE, on peut le faire très facilement, repérer où sont les passoires thermiques dans ce pays, et qu'on privilégie ça. Parce que très vite, c'est un investissement, et très vite, on y regagnera en non-dépense d'achat une seconde. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est du pétrole et du gaz qu'on achète en Russie, en Arabie Saoudite, en Algérie, aux États-Unis. Et donc, il s'agit de sortir de cette soumission, de cette dépendance. Deux questions, en élargissant à partir effectivement de ces exemples. Si vous êtes amené à exercer le pouvoir, il y a deux questions que vous allez être quand même amené à vous poser. Sur le fond, ce que disait Apolline, c'est que la réalité, c'est que beaucoup de dispositifs publics génèrent en fait des effets d'aubaine qui ne profitent pas à ceux qui devaient en profiter. Prenons aussi l'exemple des aides au logement, par exemple, où vous voyez bien que ça crée une inflation sur les loyers qui ne profitent pas aux locataires, mais aux propriétaires. Donc, ces effets d'aubaine, est-ce que vous allez réfléchir? Et puis, sur quand même une forme de simplification qui est nécessaire. Vous allez aussi devoir réfléchir à l'efficacité de l'action publique et de l'architecture, de l'ingénierie, de tous ces dispositifs. Mais je pense que c'est eux qui inventent là cette complication et qu'on est capable de faire beaucoup plus qui, simple. Eux Là, c'est le gouvernement qui, depuis des années... Vous allez devoir les faire travailler, ces gens-là. Je pense que il faut avoir des accompagnateurs qu'on ne privatise pas, ou alors ce sont des associations en qui on a complètement confiance, parce que c'est des associations nationales qui travaillent depuis des décennies sur le terrain, sur la rénovation, et à partir du moment où on leur a confié le dossier,
on a confiance en eux et on le vérifie pas. Ensuite, 10 fois dans tous les Donc sens. vous êtes d'accord pour remettre de la liberté dans tout ça, quoi. C'est la simplicité. Je pense que même il y a une part d'humanité à mettre. Vous savez, quand tout ça se passe de plus en plus avec des plateformes numériques, les artisans disent en fait, on a en face des gens qui comprennent pas notre langage. Les artisans d'ailleurs eux-mêmes, hier matin, souvenez-vous, on avait le président de la CAPEB qui sont les petites entreprises du bâtiment et il disait d'ailleurs la réalité, c'est que la plupart de ces aides, elles nous passent sous le nez. En fait, il disait, elles nous passent déjà sous le nez. Parce que les gens répondent finalement à des arnaques téléphoniques, se retrouvent à gonfler. Et il disait, le drame, c'est que là, on est en train d'enlever un processus, au lieu, en effet, de le réorienter mieux. Mais vous imaginez si on disait, il y a de la fraude, il y a de la fraude sur les aides à la CAF, on supprime ou on suspend pendant 3 mois. Vous dites suspension, mais vous croyez vraiment que ça va revenir ? Mais en tout cas, vous pensez qu'il n'y a pas de date? Quand même, quand on pose la question au ministre de l'économie et on lui dit vous le suspendez combien de temps, il pourrait dire dans ces cas-là, je suspends, je sais pas, 2 mois, le temps de faire le ménage, Il de dit vérifier. fin d'année, mais enfin. Non. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin pour vous dire que ce matin sur RMC à 8h10, mon invité, c'était l'ancien ministre de l'économie, c'est-à-dire Monsieur Armand, Antoine Armand, qui était le ministre de l'économie précédent Éric Lombard. Il était lui-même le ministre de l'économie de Michel Barnier. Et il est vent debout contre son successeur. Parce qu'il dit en réalité, c'est une économie déguisée. On ne peut pas arrêter une aide en milieu d'année. Il dit, le budget avait dit, on fait cette aide, on ne peut pas tout d'un coup, sous prétexte que soi-disant, on ne sait pas trop où ça va, l'arrêter au milieu de l'année. Et j'ai trouvé ça assez sidérant que le précédent ministre de l'économie tape sur son successeur, qui sont de la même famille, grosso modo. Mais moi, j'aimerais que ce soit qu'une suspension et qu'elle soit levée le plus rapidement possible, mais surtout que derrière, il y ait une ambition. Et le gros souci, en vérité, aujourd'hui, c'est d'avoir une ambition pour le logement en général dans notre pays. Quel est le principal problème des Français? C'est le logement. La rénovation thermique en fait partie, mais il y a la construction de logements, le fait qu'il y ait 3 millions de logements vacants dans notre pays. On a battu le record de demande de logements sociaux. Et en vérité, quand on dit souci de pouvoir d'achat, il y a une question des salaires, mais il y a une question que le coût du logement dans le budget des ménages n'a cessé de grimper. Oui, hier, on avait un débat. On avait un débat sur la politique familiale. Une fois qu'il est lancé, il n'arrive plus à s'arrêter. Il y a une raison. À part dire que stopper ma prime rénov', c'est mal. Et on peut tous être d'accord là-dessus. C'est mal. Mais vous, à titre personnel, vous proposez quoi? Parce que la transition énergétique, ça ne se limite pas à la rénovation des bâtiments. C'est fondamental, mais ce n'est pas le seul sujet. Vous aspirez à prendre le pouvoir. Donc qu'est-ce que vous proposez que l'actuel pouvoir n'a pas fait? Je vous dis, là, on est sur un point qui est le logement. Et je vous dis, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est pas vrai. C'est pas si facile parce qu'une des raisons de la crise du logement, c'est justement la transition. Je sais pas si on a le droit de placer Je voudrais quand même que Ève puisse aller. Je veux dire simplement par rapport à cette question du logement que j'ai bien suivi quand j'étais à Libération. Le problème justement, c'est qu'on n'arrive pas à concilier transition écologique, on le voit bien sur le zéro artificialisation nette et production de logement. Si on produit, on contribue au gaz à effet de serre et on alourdit la facture carbone de la France. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le ZAN, le zéro artificialisation nette, et qu'il y a des résistances. Donc c'est compliqué. Qui a été rejeté à l'Assemblée cette semaine. La réalité, c'est que l'efficacité, ce serait de détruire tous les vieux bâtiments plutôt que de s'acharner à faire de la rénovation dont on vous dit que ça marche pas si bien que ça. Et on irait beaucoup plus vite. Ça ferait beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus d'activités, et vous auriez à la fin des bâtiments qui sont beaucoup plus efficaces que ceux qui ont été construits parfois dans les années 60 ou 70. Entre Antoine Armand et Éric Lombard, on a l'impression que, en fait, Antoine Armand reproche à Éric Lombard d'avoir lui-même un effet d'aubaine. Il se dit, oh là là, il y a plein de fraudes. Justement, ça va nous permettre de mettre ce dispositif de côté, et finalement, comme on n'a pas l'argent pour le financer, on va l'abandonner. Ça tombe bien. C'est un évident prétexte. Non, mais alors, je vous réponds. Là, mais oui, je vous réponds sur l'ambition qui est la mienne. Là, on a quelque chose qui est simple et qui est clair, de dire on en finit. C'est pas simple. Mais si, on en finit avec ces 5 millions de passoires thermiques. Ça demande qu'on mette entre 10 et 20 milliards d'euros par an sur la table, qu'on se mette d'accord avec la CAPEB, les entreprises du bâtiment, qu'on se mette d'accord avec la Fédération française du bâtiment, qu'on se mette d'accord avec les salariés. Je veux dire ça aussi. Il y a 2 millions de travailleurs du bâtiment. Et ils sont dans notre pays la variable d'ajustement. D'accord? C'est des coups d'arrêt. On a dit, voilà, c'est un métier en tension, il faut aller là-dedans. Et l'année d'après, 50 000 suppressions d'emplois cette année, c'est un immense plan social déguisé. Ça va sans doute doubler avec cette mesure. Voilà ce qu'on est en train de produire aussi. Et moi, j'aimerais les 20 milliards, on a 40 milliards d'économies à faire. J'aimerais que sur ce qui est des travailleurs du bâtiment, on se dise qu'on fait ce qu'on fait pour l'armée. Si on se dit que ce sont eux, notre armée, pour la transition
écologique, climatique sur Donc le logement. l'investissement actuel sur l'armée, il faudrait faire pareil finalement sur le bâtiment. Vous savez quoi? Gardez votre réponse, vous me le dites dans un instant. À tout de suite. François Ruffin, on parlait à l'instant de MaPrimeRénov'. Le patron de la FFB, qui est la Fédération du bâtiment, dit qu'il pourrait descendre dans la rue. Vous serez à leur côté? Sans hésiter. Sans hésiter. Je dis, moi, ce que je propose là, vous savez, ça fait des années que je le répète. Je pense qu'il faut faire des travailleurs du bâtiment, 2 millions de personnes dans ce pays, l'armée de la transition climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on a fait pour l'armée, on fait des campagnes de pub, vous savez, engagez-vous, aidez votre pays. Bon, eh ben, je pense qu'il faudrait faire pareil pour recruter des couvreurs, pour recruter des zingueurs, pour recruter des maçons, et quasiment leur donner un sens national. Oui, enfin, moi, je veux bien qu'on les recrute, mais encore faudrait-il qu'ils aient du boulot. Et bien voilà, mais évidemment, derrière, il faut assurer une continuité, parce qu'une année, on leur dit, regardez, venez, il y a du boulot, et l'année d'après, c'est un grand plan de licenciement. Cette année, c'est 4% de défaillance d'entreprise, et peut-être, je vous le dis, c'est ce que prévoit la FFB, c'est possible que ça double à cause de cette mesure-là. Donc, évidemment, pour moi, c'est de la même manière que pour l'armée. On dit, bah voilà, vous avez un salaire minimum qui est assuré à 2 000 €, il y a un salaire minimum qui est assuré dans ces métiers-là. Mais ça marche, de fait, il n'y a même pas besoin de le garantir par l'État. Il se trouve que ça marche bien. Mais non, il y a des travailleurs du bâtiment qui sont bien en dessous de ça, quand même. Hein. Enfin, ça, et il y a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus. Mais pourquoi ils ne sont pas pourvus? Comment vous voulez qu'ils soient pourvus alors qu'une année, on leur dit on a besoin de vous, et l'année d'après, c'est 50 000 licenciements et peut-être 100 000 licenciements dans le secteur. C'est à ça que joue le gouvernement aujourd'hui avec la fin de MaPrimeRénov'. On y va, on arrête. On y va, on arrête. Comment voulez-vous que les gens... Moi, je pense que la gauche, je reviens à notre propos initial, la gauche, elle doit être une France qui partage et une France qui protège. Et on doit apporter de la stabilité aux gens. Et la stabilité, c'est d'abord la stabilité sur l'emploi. Quand je dis l'armée, les gens, ils ont la garantie dans l'armée de pouvoir faire une carrière, et aussi que... on ne va pas aller jusqu'à 64 ans dans l'armée, on ne va pas aller jusqu'à 64 ans dans le bâtiment. Au fond, vous faites de la question de MaPrimeRénov', du bâtiment, comme une sorte de fil rouge en lien avec toutes les questions dont vous parlez régulièrement, c'est-à-dire vous parliez de la souveraineté, vous parliez de la question de l'environnement, de l'emploi, des salaires. Sur l'environnement, j'ai encore une autre question qui concerne les ZFE. Les ZFE, donc l'obligation des ZFE ont été donc suspendue par les députés cette semaine. Quand vous dites qu'il faut de toute façon accompagner les gens dans la transition écologique, quelle est votre position sur les ZFE? Je vois que sur les ZFE, il n'y a pas d'accompagnement qui a été opéré. Et que du coup, ça tombe pour les gens comme un coffret, et que même comme si on construisait une barrière sur les villes et que c'était les gens des campagnes qui avaient pu pouvoir venir. Donc là, l'écologie ne prime pas. Là, ça ne peut pas primer sur une interdiction des gens d'accéder à la ville, si jamais il n'y a pas un accompagnement derrière. Et je le dis, accompagnement vers le véhicule électrique, c'est ça? Et je le dis, autant sur le logement, c'est facile. Je vous dis, c'est facile. Si on voulait on pourrait le faire. On a les gens pour le faire. On a la technologie et on a une envie des habitants. Sur la voiture, c'est beaucoup plus compliqué. On l'a vu sur les gilets jaunes. On voit ce que ça coûte aux gens d'abandonner, d'avoir même qu'une seule voiture par foyer, de passer à l'électrique, c'est hyper cher. Donc la mobilité, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Mais donc vous étiez favorable à la suspension de ces ZFE? Je pense qu'on ne peut pas établir des zones comme ça d'interdiction aux gens si on ne leur donne pas les moyens d'y accéder. Ça va de soi. C'est presque une destruction de la République. Et je pense que ça a été ressenti comme ça par un certain nombre une interdiction de territoire pour l'écologie, elle est quand même mise un peu sur le côté. Hein. Si on regarde... Non, c'est plus de l'écologie punitive, c'est de l'écologie subventionnée, là. Oui, mais pour toi, ça veut dire la même chose. Mais vous savez, on a une économie subventionnée à hauteur de 200 milliards d'euros pour les entreprises. Monsieur Le Chip, ça vous pose un Si, ça pose vous inquiétez pas, François Ruffin. Mais MaPrimeRénov' est un peu aussi victime de son succès, puisque ces fraudes massives montrent aussi qu'il y avait un appel d'air. Il y a eu plus x3 de demandes entre 2025 et 2024. C'est quand même pas le fruit du hasard. Moi, je demande à voir ça parce qu'en fait, ils ont tellement été incapables de gérer les dossiers qu'à un moment, ils ont dit il n'y a plus de dossiers, et maintenant, il y a plein de dossiers. Donc en fait, je pense qu'on a surtout une nullité. Maintenant, et c'est un gros souci pour moi, c'est qu'est-ce qui va rester de l'appareil d'État une fois qu'on sera au pouvoir? Avec quoi on va pouvoir gouverner? Parce que je vois qu'ils sont en train d'avoir un permis de démolir aussi sur l'appareil d'État. Et je suis inquiet à ce niveau-là. Quels sont les outils qui vont nous rester pour demain quand on sera au pouvoir? Demain, quand on sera au pouvoir, c'est quand même l'espoir. On a 5 millions de fonctionnaires, mais ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, il y a eu quand même... Non, mais c'est important le pays tient par en bas.
Ce qui fait tenir le pays, c'est les enseignants, c'est les soignants, c'est les gens dans les usines et dans les bureaux, mais ça ne tient pas par en haut. Ça ne tient pas par l'Élysée, ça ne tient pas par l'Assemblée, ça ne tient pas par la Direction générale du Trésor, ça ne tient pas par les inspecteurs des finances de Bercy. C'est là qu'il y a aujourd'hui un gros souci. Vous savez, il y a les élites, quoi. C'est la faute des élites à vous écouter. Je ne suis pas hostile aux élites par principe. Au contraire. Je pense qu'un pays a besoin d'élites. Mais pour moi, il y a un choix qui a été fait depuis 40 ans dans notre pays. Ce sont des élites qui n'entraînent pas le reste du pays, mais qui s'en coupent. Et qui ne protège pas le reste généralement, du pays, François mais Ruffin, qui le livre à la mondialisation. Le meilleur ami du pouvoir d'achat, c'est pas le fonctionnaire, c'est la concurrence. Voilà. Et ça, c'est votre raisonnement, Monsieur Chip. Mais bien sûr que oui, vous voyez bien. Ça s'est démontré en effet dans l'électricité à quel point la concurrence était un ami de la baisse des factures d'électricité. On le mesure tous les jours. Non, c'était de l'ironie. Parce que maintenant, vous savez, je suis obligé de sortir ma pancarte humour, sinon on comprend pas très bien. Donc voilà, c'était de l'ironie. Non, je suis pas d'accord avec ce raisonnement. Et vous ne distinguez pas, regardez la téléphonie, vous avez 4 opérateurs, les forfaits ont baissé de 10-15% mais ça coûte une récemment. fortune. Mais ça coûte à rien, c'est des entreprises privées, arrêtez vos bêtises. Il y a des secteurs où ça peut fonctionner et par exemple sur la téléphonie, il y aurait à mesurer parce que qu'est-ce que ça veut dire que chacun creuse son tuyau, ça a quand même pas tellement de sens, mais il y a des secteurs, vous savez, je pense que c'est l'une des grandes questions. La question, c'est l'aménagement du territoire. Au fond, Manu, mais alors ce sera un autre sujet, mais moi ça me passionnera qu'on fasse une grande conférence. La réflexion est intéressante. Et une grande table ronde. Il y a des secteurs qui sont pas comme les autres. Exactement, il y a des secteurs pour lesquels il faut un investissement public, il y a des secteurs pour lesquels il faut un aménagement du territoire. Et de ce point de vue-là, honnêtement, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis et quand on regarde un pylône électrique aux États-Unis et toutes les ficelles, les pelotes de tous ces câbles que entreprise après entreprise ils ont mis, on peut exactement se poser cette question-là. Il suffit de regarder ces pylônes américains. Je pense qu'il y a des secteurs. Moi, je ne viens pas dire zéro concurrence, mais il faut regarder ce qu'il y a de nécessité d'entraide, de coopération dans la société, et ce qu'il y a comme besoin de concurrence. Et je pense que c'est une grande question qui a à se poser. C'est quelle est la part qui doit être laissée au marché? Où est-ce qu'on veut pas du marché? Où est-ce qu'on veut un marché qui soit régulé et qui soit encadré? Alors, on n'a plus le temps, mais moi, j'aimerais bien vous entendre un jour sur votre vision. Par exemple, le modèle mutualiste coopératif. Où est-ce que vous le placez, vous, dans votre modèle économique? Promis, on en reparlera. Et sur le nucléaire aussi, parce qu'en fait, l'investissement dans la décarbonation, il est là-dedans. Bon, bah, à lundi. Et on aimerait savoir ce que la gauche en pense. Merci François Ruffin, en tout cas. Député Picardie Debout de la Somme.